Nous sommes dans la ville de Hyde au Royaume-Uni en 1998. Nous suivons Caitlin Grundy, une octogénaire âgée de 81 ans. Une femme riche, de pouvoir, l'ancienne mairesse de la ville de Hyde. Ne vous faites pas berner par son âge. Cette femme est sportive, active, elle est en excellente santé. Le matin du 24 juin 1998, elle reçoit la visite surprise de son médecin, un certain Harold Frederick Chipman. Le médecin, inquiet pour sa patiente, prétend une visite médicale de courtoisie pour s'assurer de son bien-être. Quelques heures plus tard, Harold sera ce même médecin qui certifiera sa mort de cause de vieillesse. La mort de cette personne âgée a peut-être l'air anodine, cependant, elle va dévoiler au grand jour une boucherie qui se trame depuis près de 22 ans. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ce médecin qui avait déjà tout, la notoriété, l'amour, la famille, la richesse, mais qui a choisi un autre chemin. Parlons de Harold Chipman. Harold Frederick Chipman né le 14 janvier 1946 à Nottingham, en Angleterre. Il est le dernier enfant d'une fratrie de 3, avec un grand frère et une grande sœur. Malheureusement, il n'est pas très proche d'eux, voire même il les déteste. Tout comme son père. La seule personne pour qui Harold a de l'intérêt, sa mère, Vera Chipman. Étant le dernier enfant, Harold était son fils préféré, elle le chouchoutait, était avec lui une vraie mère poule, les deux possédaient une relation très forte. Dès petit, Vera inculquait à Harold qu'il était supérieur aux autres enfants. Il ne pouvait pas traîner avec n'importe qui, il était différent. Elle choisissait ses amis, ou plutôt, elle rejetait tous les enfants qui s'approchaient d'Harold, aucun ne méritait sa présence. Résultat, Harold a grandi en solitaire, avec un sentiment de supériorité profonde, mais sans véritable compétence sociale. Il était jeune, mais il se voyait déjà au-dessus de la masse. Et du fait, cela va faire grandir chez lui un ego surdimensionné. Ajoutez à ça un air hautain à toutes les personnes à qui il parle, Harold sera très rapidement marginalisé par ses compères. Mais lui, il s'en fout. Tout ce qu'il a besoin, c'est de sa mère. Mais un événement va venir bouleverser le train de vie familial. En 1963, sa mère, Vera Chipman, est diagnostiquée d'un cancer du poumon en phase terminale. C'est le drame pour la famille. Et surtout, pour Harold. Sa mère sera par la suite assignée à la maison où elle recevra des soins d'un médecin qui passera régulièrement lui administrer son traitement. En parallèle, Harold reste toujours au chevet de sa mère. Dès qu'il finit les cours, il accourt chez lui pour s'occuper de sa mère. Il n'a que 17 ans, mais pourtant chaque jour, il assiste à des scènes horribles, voyant sa mère se tordre de douleur à cause de la maladie, faute de moyens de l'époque. Tout ce que pouvait lui donner le médecin, c'était de la morphine, qui soulageait la douleur instantanément, mais de manière temporaire. Notre jeune adolescent voyait tous les jours les mêmes scènes horribles, voyant sa mère passer de l'agonie, les cris, à la paix et au sommeil. Pour le jeune Harold, cette seringue était un signe de délivrance, et surtout d'un contrôle absolu de la douleur. Malheureusement, la même année, Vera Chipman décédera des suites de son cancer du poumon en 1963. Harold finira complètement dévasté, au bord du gouffre, avec les idées les plus sombres. Sa seule raison de vivre vient de s'éteindre devant lui, après des mois et des mois d'agonie, de souffrance. Dans ce malheur, il a trouvé sa vocation. Il veut devenir médecin. 2 ans plus tard, en 1965, il rentrera à l'école de médecine de Leeds, non loin de Manchester. À l'école de médecine, on retrouve toujours le même Harold. Il était décrit par les autres élèves comme quelqu'un de réservé. Il n'était pas un génie, mais un travailleur acharné. Ses camarades le décrivaient comme arrogant, distant, voire hautain, ce qui est un écho à son enfance, et surtout son sentiment de supériorité. Il ne participe pas aux fêtes, il méprise toute activité étudiante, il évite de se mélanger au maximum. À une exception près, une femme. C'est là qu'il rencontre Primrose, qui deviendra sa femme par la suite. À la rencontre, elle en avait 17, et lui 19. Cependant, ce n'est pas parce que c'est sa femme qu'elle ne s'applique pas les mêmes règles qu'aux autres. C'était une très jeune femme belle et naïve, mais surtout totalement soumise à Harold. Il décidait de tout, qu'est-ce qu'il devait manger, quelle couleur de vêtements ou même quels vêtements elle devait porter, qu'est-ce qu'elle avait le droit de fréquenter ou non, quand est-ce et où elle avait le droit de sortir. Primrose est la première victime de son emprise, ce qui renforçait le besoin d'Harold de contrôle total. L'année d'après, en 1966, elle tombera enceinte et ils se marieront dans la foulée. Pour revenir à Harold Chipman, dès ses années d'études, il montrait déjà des signes inquiétants que l'entourage avait souvent ignorés ou mal interprétés. Si vous côtoyez quelqu'un de potentiellement dangereux mais que vous ne le savez pas, vous chercherez à justifier ses actes. Déjà, en tant que jeune médecin interne, il ne supportait pas d'être contredit. Il humiliait sans cesse ses infirmières, et pas que. Il parlait aussi très mal à ses supérieurs. Il était persuadé d'avoir toujours raison. Pour lui, les règles étaient faites pour des gens inférieurs. Il ne supportait aucune relation de subordination. D'autres événements vont aussi perturber son entourage. Au début de sa carrière, à Todmorden, il avait parfois des comportements, disons, anormaux. Il souffrait de malaise, fatigue chronique, allant jusqu'aux crises. Il s'évanouissait, parfois même au travail. Ses collègues pensaient qu'il souffrait juste d'épilepsie, mais en réalité c'est quelque chose de bien plus dramatique qui se cachait. Ces malaises, ces crises
provenait de sa toxicomanie, due à sa propre consommation de pénicilline. La pénicilline, c'est quoi? C'est l'ancêtre de la morphine, un puissant opioïde qui va avoir plusieurs effets sur votre corps. Les personnes qui font un usage détourné de la pénicilline recherchent principalement les effets classiques des opioïdes, mais avec une particularité. La pénicilline provoque une euphorie intense, un sentiment de bien-être immédiat, avec une disparition brutale du stress et de l'anxiété. Toute tension psychologique s'évapore. Un état de relaxation profond, proche de la somnolence. Surtout comparé aux autres opioïdes, la pénicilline a une rapidité d'action folle. À peine injectée, on sentait déjà les effets, ce qui crée comme un flash. Bien évidemment, elle possède de nombreux effets négatifs, comme dit précédemment, c'est-à-dire malaise, vomissement, nausées, courbatures, allant même aux crises d'épilepsie. Notre jeune médecin, addict à cette substance, fera tout pour s'en procurer. Il rédigeait de fausses ordonnances auprès de ses patients, il choisissait des patients qui étaient déjà morts, ou beaucoup trop vieux pour se rendre compte, et c'est un soir de la même année, en 1975, complètement sous l'effet de la pénicilline, Harold se dirige vers la chambre d'une certaine Eva Lyons, une femme âgée de 71 ans. Elle était hospitalisée à l'infirmerie générale de Portcraft, où Chipman travaillait comme jeune interne. Elle souffrait d'un cancer de l'œsophage en phase terminale. Elle était très malade et souffrante, et dans la nuit du 17 mars 1975, la veille de l'anniversaire de la vieille dame, Harold se dirigea vers son lit, avec un air bienveillant, un sourire. Il lui promit alors qu'elle ne souffrirait plus jamais, qu'il allait lui donner quelque chose qui allait mettre un terme à tout ça. Il va lui administrer une zone massive de pénicilline, directement par intraveineuse. Contrairement à un médecin normal qui administre son soin et s'en va, Chipman, lui, il reste. Il s'assoit au bord du lit, observant la vie quitter le corps de Eva Lyons. Elle est décédée en 5 à 10 minutes. Plus tard, il décrira ce moment comme une expérience de pouvoir intense. Il ne l'a pas tuée par haine, mais pour l'euphorie du contrôle, l'instant exact de la mort. Ce soir-là, Harold Chipman a franchi la ligne rouge. Étant donné l'état bien avancé du cancer de Madame Eva Lyons, personne ne questionnera sa mort. Cependant, coup du sort pour Harold, la même année, Monsieur Chipman a été confronté à son addiction. Ses collègues, ayant remarqué les stocks de pénicilline qui disparaissent et l'état d'Harold qui se dégradait, ils ont vite fait le lien. Face à cela, Harold a une réaction violente, furieuse, niant l'évidence, alors même que son bras était couvert de traces de piqûres. L'année d'après, en 1976, il fut condamné pour son addiction et la falsification d'ordonnances à une peine dérisoire, une amende de 600 livres, soit 7500 € d'aujourd'hui, mais vu son salaire, c'était bien modeste. De plus, il aura une obligation de suivre une cure de désintox dans une clinique psychiatrique. Mais vous allez me dire, comment un toxicomane connu a-t-il pu continuer d'exercer, et surtout en tant que médecin? Car le Conseil d'ordre de médecine, la JMC, n'a pas révoqué sa licence. Ils ont estimé qu'il était malade et non un criminel. Il a été autorisé à reprendre le travail en 1977, sous surveillance, ce qui lui a permis de s'installer dans la ville de Hyde, une petite ville paisible dans la banlieue de Manchester. Arrivé dans la ville de Hyde, l'homme ayant récupéré sa licence peut recommencer à exercer son activité. Il décide d'ouvrir son propre cabinet afin d'être à son compte. Ici, personne ne le connaît, il a son propre business, une vie de famille. L'histoire du médecin toxicomane semble être derrière lui. Cependant, il y a une chose qui lui reste en tête, le moment où il a décidé de la mort de Eva Lyons. C'était lui, Dieu. Il avait le pouvoir sur la vie de quelqu'un, il n'avait jamais ressenti ça avant, même avec les opioïdes. Il ne veut qu'une chose, décider encore. Sa première victime dans la ville de Hyde fut Sarah Marsland, une octogénaire âgée de 90 ans. C'était l'une de ses premières patientes dans son nouveau cabinet. La vieille dame était malade, elle souffrait, mais elle n'était pas mourante, à la différence de sa première victime. Étant vieille malade, sûrement avec une pensée pour sa mère, Harold décida que rester en vie pour elle ne serait que signe de souffrance. Tout comme le premier meurtre, et qui deviendra plus tard le schéma classique des meurtres de Harold Chipman, il se rend chez elle, prétextant une visite de courtoisie, lui injecte la drogue directement dans les veines, en quantité colossale, et la patiente finit par succomber du produit. Par la suite, il certifie sa mort comme étant de cause naturelle. Du fait que ce soit une vieille dame, les gens étaient assez peu surpris. Même si c'est vrai qu'elle n'était pas mourante, ça reste une personne âgée. Et Harold, lui, repartait avec les honneurs d'avoir essayé de la sauver. Il avait tout. Ce sentiment de puissance, la notoriété, la confiance des citoyens. Il vivait la vie qu'il voulait. Même plus, la vie qu'il méritait en tant qu'être supérieur. Sarah Marsland annonce une longue série de meurtres qui va durer près de 22 ans. Avec des victimes de plus en plus saines, laissant son excuse du « je les tue pour les éviter de souffrir » et laissant place à sa mégalomanie. Le médecin de la mort est né. Un autre de ses meurtres les plus notables, qui montre à quel point il était à l'aise avec la situation et abusait de la confiance de ses citoyens, fut celui de Ronnie Leslie en 1985. Ce meurtre illustre parfaitement son attitude à Hyde.
et à quel point il se sentait intouchable. Schéma classique, il part en visite médicale chez Renée Leslie, une patiente de 63 ans, une visite médicale anodine en apparence, car il doit juste lui administrer son traitement. Renée Leslie n'est pas très malade, ni souffrante, et elle n'a que 63 ans. Cependant, il profite que son mari sorte de la pièce pour lui administrer une injection létale. Et pendant que la vie quitte le corps de Renée Leslie, il appelle son mari qui était dans une autre pièce en disant « Je crois qu'elle est partie ». Le mari accourt, il est sous le choc, pleure la mort de son épouse, mais Chipman ne part pas. Il reste. Il s'assoit et regarde la télévision, tout en discutant comme si de rien n'était. C'est cet événement qui va commencer à donner du crédit aux rumeurs qui traînaient autour du docteur. Au début, il commençait avec un meurtre tous les mois, voire tous les 2 mois. Puis, il va augmenter la fréquence dans les années 80-90. Plus il vieillissait, plus il tuait, parfois même plusieurs personnes dans la même semaine. Il jouissait d'une impunité totale, grâce au respect aveugle que l'on portait aux médecins de cette époque. Cependant, les rumeurs se font de plus en plus grosses, mais le docteur n'est pas inquiété. Une affaire va révéler tout aux yeux du monde en 1998. L'affaire de Kathleen Grundy, parlée en début de vidéo, c'est ce meurtre qui va transformer les rumeurs locales en une enquête policière majeure. Car comparé aux autres meurtres, il a commis une maladresse majeure. Et sûrement par habitude ou sentiment d'impunité, je rappelle les faits, Harold se rend au domicile de la victime, prétextant une visite de contrôle, alors même que Kathleen Grundy est en excellente santé. Il finit par lui injecter la substance, la patiente décède, puis il certifie sa mort de cause de vieillesse. Ça fait 22 ans que Harold Chipman fait ça. Aujourd'hui, ça ne lui suffit pas. Il en veut plus, il mérite plus. Contrairement à la majorité de ses autres crimes, motivés par un complexe de Dieu ou une compulsion morbide, le meurtre de Kathleen Grundy avait un mobile financier. Chipman a grossièrement falsifié le testament de Madame Grundy sur sa propre machine à écrire, juste à côté de son cadavre. Le Nouveau Testament léguait la totalité de sa fortune, soit environ 386 000 livres. En euros d'aujourd'hui, ça vaut à peu près 1 224 000 euros. Tout ça, elle les léguait au docteur Harold Frederick Chipman, déshéritant au passage sa fille et ses petits-enfants. C'est l'erreur qui va lui être fatale. On joue pas avec l'argent des gens. Il a également tapé une lettre, prétendument signée par Madame Grundy, expliquant qu'elle voulait récompenser ce médecin pour toute sa gentillesse, pour ses bons et loyaux services auprès de la commune. Le culot. Dans sa tête, le plan de Chipman semblait parfait. Cependant, tout va s'effondrer à cause de la fille de Kathleen Grundy, Angela Woodruff. Elle était avocate, et lorsque les notaires ont contacté Angela concernant le Nouveau Testament, où elle n'héritait de rien et que tout allait au Dr Chipman, elle a immédiatement su que c'était faux. Sa mère était méticuleuse, organisée, très proche de sa famille. L'idée qu'elle lègue tout à son médecin était tout bonnement absurde. De plus, Angela a remarqué que le testament était mal dactylographié, truffé de fautes d'orthographe, et que la signature de sa mère semblait bizarre. Au lieu d'accepter la situation, elle se rendit au commissariat de police avec tous les éléments suspects. Avec les rumeurs déjà présentes sur le médecin, la police a pris la déposition d'Angela très au sérieux et a lancé une investigation secrète qui a rapidement porté ses fruits. Le corps de Kathleen Grundy a été exhumé, les analyses toxicologiques ont révélé des traces massives de diamorphine, contredisant totalement la cause de décès de vieillissement inscrit par Chipman. Par la suite, la police va perquisitionner son domicile, où ils vont trouver la machine à écrire, utilisée pour falsifier le testament. La concordance des caractères était parfaite, et la preuve la plus accablante, les enquêteurs ont saisi l'ordinateur de son cabinet. Ils ont découvert que Chipman avait modifié des dossiers médicaux de Kathleen Grundy quelques heures après sa mort, pour y ajouter des symptômes fictifs, douleurs thoraciques, addiction, afin de justifier son décès futur. Sa cupidité et son impunité ont fini par le trahir. Octobre 1999, le procès s'ouvre à la cour de Preston Crown. C'est un événement médiatique mondial. Bien que la police soupçonnait déjà des centaines de victimes, le procureur a décidé de se concentrer sur 15 cas en béton, dont figurent Sarah Marsland, Eva Lyons, Kathleen Grundy et bien d'autres. L'objectif est d'obtenir une condamnation rapide et indiscutable. Ce qui a le plus choqué le monde, les médias et les jurys, est qu'il n'a montré aucun signe de remords, aucune émotion, toujours avec la même attitude, arrogante, hautaine, traitant les avocats de l'accusation avec mépris. Il niera tous les faits, inventant des histoires absurdes, comme quoi Madame Grundy était droguée et addicte à la substance, ce qui pourrait expliquer la morphine dans son corps. Il était persuadé que son statut de médecin le rendait intouchable, et surtout plus intelligent que les juges. C'était lui, Dieu, c'était lui qui était supérieur. Personne n'était en capacité de le juger. Devant le nombre de preuves accablantes, après 6 jours de délibération, le jury revient, le verdict tombe, Harold Frederick Chipman est reconnu coupable de 15 meurtres et de falsification de testament. Une peine de prison à vie incompressible, c'est-à-dire sans possibilité de sortir. Le juge dira « Vous avez commis des crimes d'une méchanceté calculée,
froide, vous avez trahi la confiance que vos patients plaçaient en vous. Après le procès, une enquête publique a été menée. Cette même enquête va conclure que son nombre de victimes s'élèverait au moins à 215. Ça fait de lui le tueur en série le plus prolifique des temps modernes. 4 ans après son incarcération, le 13 janvier 2004, il sera retrouvé mort dans sa cellule. Il avait décidé d'en finir. Anecdote, la date de son n'est pas anodine. Il avait une raison financière précise, la pension de sa femme, Primrose Chipman. Il était âgé de 57 ans et il savait que s'il mourait avant l'âge de 60 ans, sa femme toucherait une pension du système de santé britannique, ainsi qu'une somme forfaitaire importante d'environ 100 000 livres. Primrose Chipman a effectivement touché la totalité de la pension et est retourné vivre discrètement tout en continuant de nier les crimes de son mari. L'histoire d'Harold Chipman, c'est l'histoire d'un homme qui a grandi avec la certitude d'être supérieur à la masse, une conviction forgée par sa mère, cette même conviction qui va l'isoler. C'est le récit d'un traumatisme d'adolescent où la seringue de la morphine soulageait la douleur et par la suite, elle deviendra pour lui un instrument divin, un instrument de délivrance. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Elle a pris beaucoup de temps de recherche et d'écriture. Pour récompenser mon travail, vous pouvez mettre un like, un commentaire et vous abonner. Et à la prochaine.